Alors, nous reprenons les travaux. Alors, bonjour à vous deux. Nous recevons maintenant le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Alors, je vous laisse vous présenter et par la suite vous enchaîner avec votre présentation. Allez-y. Alors, merci. Mon nom est Maître Yves Jolicoeur. Je salue M. le ministre, les parlementaires de l'Assemblée nationale et de nous recevoir dans le cadre d'un projet de loi très important pour l'avenir des Québécois, notamment en copropriété. Je suis accompagné de mon collègue qui siège sur le conseil d'administration, qui est Régent Touchette. Régent Touchette, il préfère que je l'appelle Régent Touchette, qui est technologue en bâtiment, qui siège sur le conseil d'administration depuis plusieurs années. Alors, notre présentation va se diviser en deux temps, avec M. Touchette sur le volet technique du bâtiment et de mon côté, sur le volet juridique. Alors, merci, Maître Jolicoeur. Alors, mon nom est Régent Touchette, je suis technologue en architecture. Je pratique depuis 45 ans, alors j'ai commencé très jeune. Et depuis le début de ma pratique, on parle de projets de surveillance, de règlements, d'inspection concernant la construction des bâtiments au Québec. Alors, je suis très content qu'il y ait cette initiative-là et puis qu'aujourd'hui, je puisse quand même m'exprimer sur ce point-là. C'est des demandes historiques de l'Ordre des technologues professionnels, de la GCR, des différents ordres, l'Ordre des ingénieurs, l'Ordre des architectes, et etc. Alors, nous saluons les efforts qui sont faits pour implanter des mesures visant à encadrer et à surveiller la qualité de la construction au Québec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les copropriétés que nous représentons ont peut-être un modèle particulier par rapport à d'autres projets. C'est-à-dire que dans un projet normal, il y a un donneur d'ouvrage qui engage des professionnels, un architecte, un ingénieur, qui prépare des plans et devis, et à partir des plans et devis, procède à un appel d'offres et désigne un entrepreneur en construction pour réaliser les travaux. Et c'est le donneur d'ouvrage qui retient les services de professionnels, soit le professionnel qui a préparé les plans et devis, ou soit un autre professionnel pour surveiller puis contrôler la qualité des travaux. Mais dans le cas des copropriétés, bien que ce soit un promoteur qui mette en place le projet, dans les faits, le vrai donneur d'ouvrage, c'est le syndicat des copropriétés. C'est lui qui va vivre avec le bâtiment durant les 50, 60, 70 prochaines années. Et c'est le syndicat des copropriétés qui, à partir du bâtiment qu'on va lui avoir construit, va devoir le maintenir tout au long de sa vie et financer les travaux visant à le maintenir. Donc, compte tenu qu'au moment de la construction, le syndicat est constitué, mais n'est pas formé et vulnérable, c'est-à-dire qu'il est constitué d'un paquet de propriétaires qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais eu de rencontre ensemble, qui ne sont pas constitués, ils ne sont pas en mesure d'assurer la qualité ou de contrôler la qualité de la construction comme un donneur d'ouvrage pourrait le faire d'une façon traditionnelle. Alors, c'est une particularité qu'il faut prendre en note et ce que nous avons comme opinion au RGCQ, c'est qu'il devrait y avoir des mécanismes pour protéger les copropriétaires, les copropriétés vulnérables pendant la construction du bâtiment. Il ne faut pas oublier que le promoteur, lui, a des intérêts qui sont différents de ceux de la copropriété. Et lui confier le mandat de sélectionner des inspecteurs en bâtiment qui, eux, vont faire des inspections périodiques sur le bâtiment et produire des rapports, mais pour nous, il y a une sorte de conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts divergents entre les deux propriétaires et puis ce n'est pas certain que les intérêts de la copropriété sont défendus. Il me reste 3 minutes. Il me reste 3 minutes. Non, il me reste à moi 3 minutes. Il faudra que je prenne la parole. OK. Alors, bon. J'ai fini. Bon, c'est bien. Alors, écoutez, donc on va regarder maintenant, désolé, parce qu'on est minuté. Premier point. Oui, bien, on aura la chance.
Alors, regardez, grosso modo, pour ceux qui ont eu la chance de lire notre mémoire, on l'a divisé essentiellement dans des éléments sur le déficit. On n'a eu aucune consultation au grand public consommateur. On est la plus grosse association dans le monde de la copropriété et on existe depuis 25 ans. On était impliqué dans la réforme législative sur le côté avec la ministre Laforêt, les stéréos à l'époque des libéraux. Donc, on ne comprend pas pourquoi on a été ignoré dans ce processus-là. Alors que les actualités, le ministre Girard, dans son comté, à 160 familles préactuellement avec des condos pourris. Il y a des drames humains au Québec qui se fait. On vise la densification du territoire sans aucun contrôle de qualité. On monte des tours, on ne sait pas si la fermeture est de qualité, et on dit, bon, faire des inspections. On n'est pas dans le bungalow ici. On est dans l'avenir de la densification, alors qu'on est dans un déficit de logement. Nos logements sont mal construits dans les tours. J'ai déjà donné des entrevues, moult entrevues. La qualité du bâtiment n'est pas au rendez-vous. GCR en a fait la différence dans le petit bâtiment. Parlons maintenant des grandes tours. C'est un danger actuellement public de laisser les promoteurs immobiliers sans contrôle de qualité continuer à ériger du logis. Et c'est des bâtiments qui vieillissent mal dans le temps. Alors moi, je vis des drames humains quotidiennement dans les copropriétés. Malheureusement, le projet de loi ne mettra pas fin à cette réalité. Ce n'est pas des inspections faites sur le contrôle du promoteur qui va garder un caractère indépendant. Autre chose, dans un mémoire qu'on a produit au barreau en 1995, à l'époque du bâtonnier Claude Marge, je siégeais sur le comité, on décriait le fait qu'il y a deux catégories de consommateurs, ceux qui sont protégés par un plan de garantie de Maisonneuve et ceux qui ne le sont pas. On n'a créé aucune garantie de solvabilité. La ministre Laforêt a décrié par le passé avec le scandale de Trigone les compagnies à numéros. Rien de tout ça va être réglé. Aucune solvabilité, aucun recours. Autre chose, lorsqu'on se compare, des fois on dit on se console. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Québec. Regardez les législations ailleurs au Canada qui sont nettement plus performantes. Et regardez également ce qui se fait en France. On garantit 10 ans les bâtiments, garantie décennale. Et il y a du contrôle de qualité qui se fait de façon indépendante. Donc, pour nous, l'intention est intéressante. C'est, je pense, la première fois qu'on a un gouvernement qui prend le courage, parce que je vais le donner, je suis intervenu depuis le Parti québécois qui était au pouvoir, auprès de tous les ministres. Vous avez le courage du côté de la CAQ de déposer un projet de loi. Je vous invite à avoir le courage de faire un bon projet de loi. Et malheureusement, je suis triste de vous le dire, mais ce n'est pas un bon projet de loi. Si vous voulez assurer l'avenir de notre logis. Aujourd'hui, les assureurs n'ont plus confiance dans les tours. Les assureurs considèrent que c'est un mauvais risque. Affiliated FM, un des plus gros assureurs, met des franchises à 1,5 million dans les grandes tours. Ils n'ont pas confiance en ce qu'on construit. Pensez-vous, M. le ministre, qu'actuellement, avec 3 inspections, les assureurs vont prendre confiance dans ce milieu-là? Actuellement, René Lévesque, je le signale, souhaitait qu'on soit un peuple de propriétaires. Aujourd'hui, on va devenir un peuple de locataires en raison de la perte de confiance du public à l'égard des tours. On ne peut pas aller dans cette direction-là. Moi, j'ai des petits-enfants. J'espère qu'on ne lèguera pas ce type de construction aux générations futures. Donc, grosso modo, on pense qu'on peut faire mieux. On doit être une société distincte, mais pour les bonnes raisons. Et on invite évidemment le gouvernement, et on salue l'effort, de nous sortir un projet de loi qui soit de qualité. Et malheureusement, force est de constater que dans le domaine de la copropriété, qui est névralgique à la densification du territoire, on n'a pas un projet de loi qui protège le public. Et ce n'est pas vrai que le titre est bon de votre projet de loi. Ça n'accroîtra pas la qualité de la construction et ça ne sécurisera pas le public. Est-ce qu'on sait si les tours passent en termes parasismiques? J'ai eu des cas où les tours ne passaient pas en termes parasismiques. Et pensez-vous sincèrement qu'une inspection faite par un promoteur va créer cette sécurité? Moi, je ne pense pas du tout. Voilà. Alors, merci pour votre rapport à la commission. Nous allons maintenant passer à une période d'échange avec les élus, en débutant par M. le ministre. La parole est à vous. Oui, merci, M. le Président. C'est une présentation intéressante, puis moi, je vous remercie d'être là, d'avoir préparé un mémoire, de vous intéresser, puis dans votre cas, M. Jolicoeur, c'est connu, à l'amélioration de la qualité de la construction. Je comprends qu'il y a des directions supérieures qui auraient pu être empruntées, qu'on peut aller plus loin. C'est la raison pour laquelle on fait des consultations particulières. Et moi, je peux vous assurer que les recommandations que vous avez soumises, on va les analyser avec considération.
Puis vous m'avez déjà entendu parler, Yves et Régent, que les consultations particulières, ce n'est pas une finalité. Après ça, il va y avoir une étude détaillée, puis on pourra avoir de nouveau des communications. Et la seule information qu'on me donne, c'est que votre DG, Laurent Emery, aurait été convié, consulté lors d'une journée de la construction en 2021, ce qui ne m'apparaît pas suffisant, Yves. Là. Tu sais, je veux pas frapper sur personne, mais moi, je suis une personne hyper ouverte à la consultation, puis tous les projets de loi, j'essaie de les faire avec une approche de collaboration. Fait que, je vous l'ai dit, on pourra se rencontrer, on pourra discuter un peu plus abondamment parce qu'on n'a pas le temps ici d'aller vraiment dans le fond des choses. Mais je veux quand même vous dire que vous allez l'être. Là. Je pense que vous êtes impliqué dans le comité des partenaires ou des parties prenantes, tu sais, parce que le Bureau de normalisation du Québec a eu un mandat de faire un guide de bonne pratique pour l'inspection. Et il y a plusieurs partenaires, je les ai pas devant moi, mais il y a plusieurs partenaires et ce sera fait, là, parce que je décode dans vos propos que tant que l'inspection ne donnera pas les meilleures garanties d'indépendance possibles, il n'y aura pas tant d'impact. Je pense que c'est le point central, Yves. Puis, évidemment, dans les consultations particulières, vous êtes le premier groupe à dire que ça n'aura pas tant de résultats. Mais GCR l'a démontré quand même, garantie de construction résidentielle, qu'il y a un impact. Les inspections, plus tu en fais, plus ça diminue le nombre de non-conformités. Les drames humains, on est tous hyper empathiques. Puis, c'est pour ça le syndicat des copropriétaires. Bon, quand on construit des tours, puis que c'est en vertu du régime de copropriété divise, il se forme des syndicats de copropriétaires au moment de la construction. Puis c'est sûr qu'ils ne peuvent pas s'impliquer à ce moment-là parce que le syndicat est constitué, formé, effectif plus tard. Y a-t-il de quoi de spécifique? Parce que moi, ça m'interpelle, là, le syndicat des copropriétaires, puis ce qui est arrivé dans le comté de mon collègue a pu arriver et est arrivé dans d'autres comtés aussi. Là. Fait c'est sûr qu'il y a des personnes qui vivent de la détresse, de l'anxiété, qui sont laissées à eux-mêmes. Il faut penser à ces personnes-là. Y a-t-il, Régent ou vous, Yves, pour un syndicat de copropriétaires ou de copropriété à l'origine des travaux de construction, y a-t-il un mécanisme, parce que j'écrivais ça quand Régent parlait, un mécanisme de protection des propriétaires durant la construction? Le syndicat est créé uniquement à la fin de la construction. Vous avez des prometteurs-acheteurs sur des contrats préliminaires qui ne se connaissent pas. Mais il ne naît qu'à la fin de la construction. C'est ça, exact. Et c'est uniquement à la fin. Donc, dans le processus, si vous faites une étude comparée avec ce qui se passe en France, parce que je pense que ça mériterait de voir le système législatif français, on garantit 10 ans, pas 5 ans, 10 ans la qualité de la construction. Ce sont des compagnies d'assurance qui se portent caution derrière. Il y a des bureaux d'études indépendants, c'est-à-dire qu'on a fait en termes éthiques, dans cette loi que je pense qui s'appelle Spinella, mais sous réserve du nom, un contrôle sur l'indépendance entre, évidemment, la caution qui est l'assureur, entre le promoteur. Ça manque ici. Moi, je vais vous dire, moi, je représente un syndicat. Demain matin, on a des vices. Est-ce que je vais obtenir le rapport d'inspection? Peut-être pas. Il appartient au promoteur immobilier. Alors, il n'y a pas de lien. C'est comme si ce projet de loi était rédigé comme si la copropriété n'était pas concernée. Ah ben, c'est ça qui est le souci. Yves, si c'est une facette qu'on n'a pas suffisamment considérée, que ce soit fait par voie réglementaire ou idéalement, selon moi, là, dans la loi, est-ce que de devoir partager le contenu d'un rapport d'inspection, ça ne serait pas une première étape? Si je peux me permettre. Oui, Régent. Il faudrait arrimer les intentions de la loi 76 avec celles de la loi 16 de votre collègue. La loi 16 vise l'ensemble de la vie utile d'un bâtiment. Elle parle de carnet d'entretien et d'études du fonds de prévoyance.
Et dans la loi 16, c'est prévu que tous les documents relatifs à la copropriété doivent être déposés dans le carnet d'entretien. Et notre avis, c'est que les documents concernant la construction devraient faire partie des informations détenues par la copropriété dans son carnet d'entretien. Parce que c'est à partir du carnet d'entretien que des gens comme moi je suis un expert en fonds de prévoyance, c'est à partir des informations du carnet d'entretien qu'on va pouvoir faire des calculs de fonds de prévoyance plus précis et proposer aux copropriétés des sommes à verser, des sommes justes et raisonnables à verser au fonds de prévoyance, puis s'assurer que les copropriétés ont suffisamment de fonds pour financer les grands travaux au moment où il sera requis de faire les grands travaux. C'est essentiel, cet arrimage-là qui devrait se faire entre les deux lois. Puis je félicite votre gouvernement parce que je trouve qu'ils sont complémentaires, ces deux lois-là. Ils ne s'empiètent pas une sur l'autre, c'est ce que je souhaitais, mais il y a un relais quand même à faire d'ajouter peut-être une clause dans une des deux lois qui dit que toutes les informations concernant la construction du bâtiment devrait être intégrée au carnet d'entretien. De toute façon, la loi 16 prévoit que la formation initiale du carnet d'entretien doit être faite par le constructeur, par le promoteur. Alors, donc, ça serait quelque chose d'assez simple à rajouter à la loi 76. Est-ce que Régent et Yves, excusez-moi de vous utiliser votre prénom, là, je vais continuer à vous voyer, là, mais est-ce que, notamment, l'attestation de conformité, puis on l'a dans le projet de loi, puisse être remise à un syndicat ou au copropriétaire d'une tour à condo, par exemple? Moi, je trouve que l'idée du carnet d'entretien est intéressante. Est-ce qu'on peut cheminer puis développer d'autres idées comme ça? Parce que la transparence puis l'indépendance, c'est pas mal au cœur de vos... Alors, Monsieur le ministre, il y a eu un travail exceptionnel fait par l'opposition et votre gouvernement. Mme Thériault a fait un travail d'exception, Mme Laforêt aussi, parce que ces deux femmes-là avaient cette sensibilité de ce que c'est vivre en copropriété et ce que c'est d'hériter un bâtiment qui est mal construit. Alors, c'est deux parlementaires qui ont de la copropriété. Et si vous avez raison, il faut faire ces liens-là. On a créé dans le Code civil, sur 1068.1, l'obligation de produire une attestation de conformité par les syndicats à toute personne qui veut vendre son condo. C'est la question de la transparence. Comment voulez-vous qu'un conseil d'administration de première génération atteste de quoi que ce soit quand on n'a rien? Vous savez, le trou, là, actuellement, il est là. Puis, regardez là, le projet du 16, c'est tellement bien fait. Je suis tellement fier de cette législation que vous avez eu le courage comme parti politique, et également Mme Thériault, qui a été quand même l'instigatrice sur 401, c'est du travail de haute qualité parlementaire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pas embêter qui que ce soit, libéraux, l'opposition, on souhaite que pour les futures générations de copropriétaires, on ait des bâtiments sains, de qualité. Et lorsque, malheureusement, j'ai lu le titre du projet de loi, on va assurer la sécurité, l'objectif n'est pas là. On ne sait pas, Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'ils mettent comme tige d'acier d'armature dans les colonnes? J'ai eu des bâtiments à Montréal non conformes aux normes parasismiques. Votre ancien collègue de l'Assemblée nationale, Yvan Bordelot, député de l'Acadie, a hérité d'un bâtiment où il y a eu effondrement d'un garage. Ça a coûté je ne sais pas combien de millions pour rendre conforme en termes parasismiques. Écoutez, on n'est pas dans le bungalow, on est dans des tours. Puis je peux dire que M. Bordelot, il questionnait la régie du bâtiment à l'époque sur son incapacité d'arriver en termes de finalité. Nous, on souhaite juste, moi j'ai des petits-enfants, Monsieur le ministre, là, je souhaite juste leur léguer un patrimoine bâti. Puis vous aussi, vous comprenez, on est tous, je suis certain qu'on est tous sensibles en disant, comme société québécoise, soyons fiers de ce qu'on produit comme patrimoine bâti pour les futures générations de Québécois. Et malheureusement, quand j'ai lu le projet de loi, l'intention est noble. On n'arrive pas à arrimer cet objectif. Donc, en fait, on a les mêmes intérêts, là, tu sais, puis moi aussi, je connais la copropriété, puis moi aussi, j'ai une famille, puis on vit dans le même type d'environnement, Yves et Régent. Moi, je retiens beaucoup le mot « arrimage », puis ça réfère à l'indépendance, au partage d'informations
puis au trait d'union avec le projet de loi 16. Je ne sais pas s'il porte encore ce numéro-là, là, mais je connais le projet de loi. Et on a travaillé ensemble aussi là, pour le projet de loi 76, tout le monde ensemble. Fait que moi, je retiens vos propos, je retiens vos recommandations. Moi, je vous tends la main. On va faire une étude détaillée. Puis quand on fait une étude détaillée, c'est pour bonifier. On ne fera pas une révolution. On n'éliminera pas, malheureusement, les malfaçons. Puis, tu sais, hier, on écoutait un groupe, puis, tu sais, Yves, aussi simplement que ce qui nous rapportait une entrepreneur puis une tuyauteuse, qu'il y a des entrepreneurs, des fois, qui, pour effacer la moisissure, ils passent un coup de pinceau. Tu sais, c'est... Puis après ça, il y a des enfants, des petits-enfants aussi, Yves, qui vont vivre dans ces environnements-là. Et ça, les inspections puis la surveillance s'imposent. Ceci dit, il faut s'assurer qu'il y a une indépendance totale et que l'information circule. Je vois Régent hocher de la tête. Moi, je veux rester en contact avec vous autres, puis je veux m'assurer que dans les travaux réglementaires, dans les consultations, que vous soyez constamment invités. Je sais que pour le comité de coordination, ce qu'on mentionne, c'est que vous aviez reçu une invitation aussi le 24 septembre. Peut-être que ça n'avait pas été reçu, là, mais il n'y a pas eu de suivi, là, ou il n'y a pas eu de volonté de votre regroupement d'y participer. Mais c'est super important, Yves. Le BNQ, c'est connu en matière de normalisation. Et j'aimerais ça que vous soyez impliqués pour que le guide de bonne pratique soit empreint des intérêts des copropriétaires dans les tours à condos. Vraiment. Fait que pour aujourd'hui, moi, ça va compléter mes commentaires, mais voyons ça comme le début d'un entretien. Merci, Yves. Merci, Régent. Ministre. Merci beaucoup, M. le ministre. Alors, nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle et j'entends la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, M. le Président. Bonjour, M. Jolicoeur. Bonjour, M. Touchette. Merci pour votre présentation. Moi aussi, un peu comme le ministre, je voulais commencer avec donc, le témoignage qu'on a entendu hier. En fait, donc, c'était les représentants des ailes de la construction là, qui nous parlaient donc, de non-conformité dont elles étaient témoins et d'à quel point l'absence d'inspection, donc on parlait donc du coup de peinture sur la moisissure, là, ce sont des histoires d'horreur qui nous ont été relatées hier ici en commission. Puis manifestement, votre expertise puis le temps que vous donnez donc à cet enjeu depuis de nombreuses années, je suis pas mal certaine que vous en avez vu aussi toutes sortes d'histoires, même si vous n'êtes pas entrepreneur général ou tuyauteuse. La première affirmation, M. Jolicoeur, en terminant votre présentation un peu plus tôt, donc vous avez dit que le projet de loi, donc 76, il ne protège pas le public. Pour vous, donc, qu'est-ce qui permettrait donc, de mieux protéger le public? C'est évident qu'on parle d'une surveillance indépendante. Comme d'ailleurs, ça existe en France. Hein? Mm-hmm. Si vous traversez 6 000 km, c'est comme ça que ça se fait. Les inspections ciblées ne vous garantiront pas la sécurité des bâtiments. Puis comme on dit, tant qu'on n'a pas un tremblement de terre, puis pourtant on est à risque hein, dans la vallée du Saint-Laurent du tremblement de terre, on ne sait pas si les immeubles vont passer le cap. Alors, si on parle de sécurité, c'est un cas, sans compter tous les problèmes de salubrité, de murs coupe-feu qui ne sont pas présents dans les bâtiments, parce qu'on parle de sécurité, là, on parle d'éléments névralgiques. Et évidemment, on parle de la sécurité financière. Même si j'ai des inspections, Madame la ministre Laforêt l'a décrié, les compagnies à numéros là, qui se fermaient les portes. Je ne sais pas si on va les régler un jour, mais moi, si j'ai une compagnie XYZ qui ferme ses portes, qui a fait faire une inspection bonbon et de complaisance, c'est quoi le droit de recours? Prendre des procédures pendant 7 ans jusqu'en cours d'appel, alors qu'on l'a souligné, la sécurité financière, c'est l'élargissement d'un plan de garantie. D'ailleurs, le barreau le signalait en 1995, c'est anormal qu'on ait tant de victimes aujourd'hui du déficit législatif. Parce que moi, je parle d'un déficit législatif. Le défaut de courage de nos partis politiques d'avoir adopté une loi qui protège le public.
On ne l'a toujours pas. Je ne l'ai pas sous les yeux aujourd'hui. Je ne peux pas dire, même si j'ai l'inspection, que si j'ai une déficience structurelle sur le bâtiment, je vais avoir une solvabilité si je prends une action en justice. Et lorsqu'on n'a pas les moyens, bien, on laisse les bâtiments dans l'état qu'ils sont. Alors, si vous regardez qu'en France, on rase aujourd'hui des tours de condos, bien, c'est parce qu'il y a eu un déficit législatif en France. Et ça va nous arriver, je vous le dis, ça va nous arriver au Québec. Alors, avec tout respect, ce projet de loi-là ne crée pas une sécurité sur la qualité du bâtiment, ne crée pas une sécurité financière. Et je reviens quand même à la base, on manque de logements au Québec. René Lévesque disait, il faut un peuple de propriétaires. On va faire un peuple de locataires parce que les gens ont commencé à perdre de confiance dans la copropriété divise. Et si je fais le tour ici à Québec, là, on ne construit plus de condos. Pourquoi on ne construit plus de condos? Parce que les gens n'ont pas confiance en la qualité du bâtiment. C'est très grave. Hein? La problématique, elle est sociologique, mais elle est également économique. Bon, voilà un peu ma préoccupation là-dessus. Oui. Puis, c'est sûr que là, donc, vous avez votre... vous le dites, là, donc la mise en place donc l'élaboration immédiate d'un règlement étendant donc le plan de garantie obligatoire. Pour ce qui est donc de la surveillance, un peu plus tôt, donc moi, je posais la question donc, à un autre intervenant pour qu'il fasse donc l'exercice donc, didactique là, auprès donc, du public qui nous écoute, donc entre la distinction entre surveillance et inspection, parce que ce ne sont pas des termes qui sont interchangeables. La surveillance est en continu, est beaucoup plus large que les inspections. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est que la RBQ mette sur pied, donc par règlement, un vrai plan de surveillance ou qu'il y ait des exigences minimales dans le plan de surveillance qui se retrouvent au projet de loi? Comment vous voyez ça? J'ai un doute sur la capacité de la RBQ de faire un véritable plan de surveillance si on regarde l'historique de la RBQ jusqu'à très récemment. Mais je vais laisser M. Touchette le soin de répondre à cette question. Mais effectivement, vous l'avez bien dit, la surveillance est plutôt une observation continue, un portrait continu de la construction. Alors que l'inspection, c'est un Polaroid, hein? C'est une photo, c'est un acte ponctuel. C'est un instantané. C'est au moment de l'inspection, il y a quelque chose qui est apparent, l'inspecteur va le voir. À mon avis, la surveillance est préférable, surtout pour nos copropriétés, surtout dans un contexte d'une copropriété qui est vulnérable, qui n'est pas là pour surveiller ses intérêts au moment de la construction. Puis que cette surveillance-là soit faite par des professionnels, par des membres de l'ordre professionnel, des ordres professionnels. J'ai perdu un peu mes cheveux quand j'ai lu le projet 76. J'avais plus de cheveux que ça avant. Lorsque j'ai vu qu'on limitait aux architectes et aux ingénieurs, puis qu'on faisait fi des ententes qui ont été prises entre l'ordre des ingénieurs, l'ordre des architectes et l'ordre des technologues professionnels. Il y a quand même un bassin de professionnels qui ont les mêmes obligations que les architectes et les ingénieurs au point de vue déontologique, là, qui peuvent contribuer. Je suis sûr que mes collègues de l'ordre vous en ont glissé deux mots. Mais aussi, l'autre élément qui est important, c'est l'universalité aussi. C'est que tout le monde ait la même protection. La protection est la même. C'est juste que présentement, ceux qui sont couverts par le plan de garantie obligatoire ont plus de facilité à faire des réclamations par rapport à ceux qui ne sont pas couverts. J'ai fait une copropriété il n'y a pas longtemps, 2 tours d'habitation, une à côté de l'autre, une de 4 étages. Il y a 40 unités sur 4 étages, puis l'autre a 40 unités, mais sur 6 étages. Alors, ceux de 4 étages, bien, ils font les réclamations à la GCR, puis tout roule rondement. Puis ceux de 6 étages ne sont pas plus gros, sont juste plus grands, mais eux, ils doivent prendre des avocats qui coûtent cher. Bien, c'est ça peut représenter combien, justement, pour une personne là, normale donc, qui doit, ce que vous vouliez simplifier, donc l'accès au recours. Donc, c'est quoi la différence? Donc, qu'est-ce que ça peut représenter pour quelqu'un dans les faits? Bien, dans les faits, c'est que dès que vous êtes dans un processus judiciaire, un syndicat va devoir engager un avocat, immanquablement. Il va devoir engager des experts. Il n'y a aucun processus de médiation, de conciliation qui existe. On doit aller au tribunal. Une instance judiciaire jusqu'en cour d'appel, c'est au moins 7 ans. Et pendant 7 ans, les bâtiments restent dans l'état, souvent parce que les gens n'ont pas les moyens. Moi, aujourd'hui, on a dans le parc immobilier des immeubles de 30 ans qui sont en mauvais état depuis 30 ans. L'eau rentre dans le bâtiment parce que les gens n'avaient pas les moyens de faire des véritables réparations. Et souvent, les conseils d'administration, lorsqu'ils savent que ça va coûter des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars en frais légaux,
n'exercent pas les droits de recours. C'est ça. Donc, on reste avec un patrimoine en mauvais état. En fait, au Québec, on construit mal, hein, pour se dire les vraies choses, dans les tours. Et finalement, bien, on a un bâtiment qui va de plus en plus vétuste, des fois irréversible. Et je commence à avoir des gens qui font faillite avec leur condo. Vous savez, moi, j'ai des cas de cotisation spéciale à coût de 100 000 par unité. Oh. Pensez-vous que les gens ont vraiment les moyens de payer ça? Et tout ça, je leur dis toujours, c'est parce qu'on a un déficit législatif, parce que l'État n'a pas pris les moyens de se donner des lois solides pour protéger le public. Et lorsqu'on se compare avec le reste du Canada, on est un parent pauvre. Et c'est ça qu'on doit changer. Je pense que c'est ça. Mais c'est sûr que de l'inspection, c'est mieux que rien. Mais est-ce que c'est suffisant? La réponse est non. Mais vous savez, les garanties au Québec sont très courtes. Hein? On parle de la garantie principale pour les vices majeurs. On parle de 5 ans. Mais cette garantie-là commence à partir de la fin des travaux, à partir du certificat de fin des travaux. Les copropriétés ne savent même pas à quel moment que le certificat de fin des travaux est émis. Souvent, il est émis 1 an avant que la copropriété ait pris possession de son bâtiment, parce que dès qu'il y a un propriétaire qui occupe, c'est considéré comme la fin des travaux. Puis, ils n'ont pas accès aux documents officiels qui met la fin des travaux. Mais le 5 ans commence à ce moment-là. Donc, au moment où le professionnel fait la réception des parties communes, je parle du professionnel engagé par le syndicat pour faire la réception des parties communes en vertu du plan de garantie, bien, au moment où le professionnel fait cette inspection-là, souvent, il y a 1 an de passé sur la garantie, ce qui veut dire que, dans le fond, on parle d'une garantie de 4 ans. Oui. Puis des fois, moins dans les plus grands ensembles immobiliers. Alors, c'est une information qui est très importante, puis peut-être qu'il faudrait peut-être arrimer ça plutôt avec la réception des parties communes, cette période de garantie-là, plutôt qu'avec la fin des travaux, qui est un élément assez vague. C'est bien noté. Vous avez parlé donc de la régie. Est-ce que vous pensez que la régie a les ressources nécessaires pour adopter donc les règlements dans les délais prescrits? Parce qu'on voit le PL 76 donc, prévoit que la régie donc, adoptera donc, plusieurs règlements. Est-ce que vous pensez d'abord que les délais qui sont prévus sont raisonnables? Puis est-ce que vous pensez que la régie est en mesure de le faire? La question, est-ce qu'on peut tolérer encore pour 2 ans de mal construire au Québec? Ça, je pense que la réponse est comme ça. Je m'explique mal qu'on donne 2 ans à la régie qui supposément est l'organisme de contrôle. La régie ne doit pas être capable de performer. Le rapport du vérificateur général n'est pas quand même une bonne note de passage. On a encore des entrepreneurs qui ont des compagnies à numéros. Alors, tout ça m'amène à dire, pourquoi la régie est l'organisme qui va établir, dans le fond, la portion la plus importante du cadre législatif? Pourquoi on délègue ce pouvoir-là, alors que je pense que vous, comme parlementaire, en ayant une loi mieux structurée, donnera l'essentiel. Moi, vous savez, quand j'ai lu le projet de loi, je me suis dit, coudonc, est-ce qu'il se pourrait, évidemment, j'espère que non, que la régie donne au plan de garantie de la PCHQ, qui a été mis en tutelle par votre collègue Listerio, le soin de faire les vérifications? Est-ce que ça pourrait être ça? Comment peut-on laisser à un organisme la totale liberté de décider? Je m'explique mal, je ne comprends pas. En terminant. Donc, je m'explique pas. Voilà. Oui, je vous ai laissé déjà pas mal de temps passer, mais à un moment donné, il faut que je... vous faites bien. Une question d'égalité pour tout le monde. Là. C'est bien. Alors, peut-être que vous pouvez continuer par la suite, mais je vais devoir passer le temps de parole au 2e groupe d'opposition avec le député de Hochelaga-Maisonneuve. Merci, M. le Président. Bonjour à vous deux. Je disais juste avant que vous passiez que tout le monde avait l'air d'être content avec le projet de loi. Vous infirmez donc mon affirmation précédente. Ça en prend toujours un. Hein? Bien, c'est tant mieux. Ça met un peu de Désolé. piquant dans l'exercice, c'est bien. Vous avez abordé plusieurs thèmes. Je vous réfère à votre conclusion. Vous soulignez que le délai de 2 ans accordé à la Régie du bâtiment pour mettre en place des mesures concrètes est beaucoup trop long. Voulez-vous développer un peu là-dessus? Bien, c'est parce qu'actuellement, la réalité, lorsqu'on voit ce qui se passe en Floride, où il n'y a plus d'assureurs qui veulent assurer les copropriétés, parce que la réalité, il y a 1 500 000 unités de condos. C'est l'État de Floride aujourd'hui qui est l'assureur principal de ces tours de condos. Est-ce qu'on va laisser encore 2 ans un marché se construire sans contrôle? Je pense que c'est non, ça ne devrait pas être 2 ans. Quel est le délai précis? Ça, évidemment, c'est une question d'efficacité. Mais la réalité,
les assureurs n'ont pas confiance dans ce qu'on construit au Québec. Puis ils l'expriment par des franchises. J'avais une consultation cette semaine. Ils sont rendus avec une franchise de 5 millions de dollars dans une tour au centre-ville, en dégâts d'eau. 5 millions de dollars. Ça veut dire qu'à chaque fois dans cette tour-là, il y a un dégât d'eau, c'est cotisation spéciale. Alors, est-ce qu'on peut laisser les choses se détériorer? Puis l'autre chose, il nous manque de logements au Québec. Comment, à moins qu'on construise juste des blocs appartements, comment peut-on redonner la confiance du public dans un bâti qui n'est pas contrôlé? Il me semble que c'est long, 2 ans. J'ajouterais juste un commentaire. C'est la loi 16 qu'on aime beaucoup. Là, ça n'a pas pris 2 ans, ça a pris 5 ans avant que les règlements sortent. On ne pourrait pas souffrir 5 ans encore dans la situation actuelle. Même si le règlement est bien fait de la loi 16, on a souffert pendant les 5 dernières années là, au niveau des copropriétés. Pourquoi le gouvernement ne vient pas corriger ce que vous dites donc être l'erreur historique des 4 étages? Écoutez, c'est quoi la motivation de ne pas faire ça dans le pays? La motivation, en 1995, le barreau, puisque j'étais sur le comité du barreau, on a posé la question à la régie et on nous avait dit, bon, on ne couvrira pas tout le parc sur le plan de garantie parce que le risque actuariel est trop élevé et ça va coûter trop cher en prime. Et je me suis fait dire par l'adjoint de Mme Harel à l'époque que les Québécois n'avaient pas les moyens de payer le coût de la prime associée à la qualité. Je m'en souviens très bien. On m'avait dit que ça coûterait trop cher. Bien, l'immobilier a quadruplé depuis ces années-là. Je pense qu'on n'a pas les moyens de bien construire au Québec. En fait, la réponse, on n'a pas les moyens. Alors, c'est sûr que le risque actuariel est plus élevé d'un taux. C'est reconnu, c'est documenté, et ainsi de suite. Mais le risque actuariel est peut-être plus élevé parce qu'on ne contrôle pas ce qu'on construit. Parce qu'on contrôle Moi, on a au Québec, là, je ne sais pas si tout le monde le réalise ici autour de la table, le meilleur système d'ordre professionnel au monde. On a un système extraordinaire. Pourquoi on ne le fait pas fonctionner, le système professionnel? Pourquoi on ne donne pas aux ordres professionnels le contrôle de qualité? Il y a des codes d'éthique, il y a d'assurance responsabilité. Pourquoi on laisse dans le règlement un tiers qu'on ne connaît pas aller faire des inspections? Je me questionne beaucoup parce que le risque de mal construire au Québec, dans les tours, c'est extrêmement dangereux. Alors, c'est dans ce sens-là que, si je reviens au pourquoi de la chose. Moi, je suis là depuis 1995 à créer sur tous les toits. Attendons pas. Dans le comté de M. Girard, là, il n'y aurait pas eu 160 familles en détresse aujourd'hui si le gouvernement de l'époque avait fait quelque chose. Est-ce que c'est... 2 secondes, est-ce qu'on peut modifier le PL ou il faut le retirer puis recommencer? Ben, moi, je pense qu'on peut le modifier. OK, merci. Merci. Alors, nous allons maintenant du côté du député de Jott, alors, pour 2 minutes 38. Bien, justement, je vais poursuivre dans la foulée de mon collègue. Vous nous dites essentiellement, là, si je résume bien, ça prend une véritable surveillance des chantiers, y compris dans le cas des copropriétés, et il faut mettre fin à l'inégalité historique là, du protection, là, du plan de garantie qui s'applique à certaines copropriétés et pas à d'autres. Si le projet de loi, parce que là, vous dites il faut aller vite, là. Arrêtons d'attendre pour faire ce qu'il faut. Si, dans nos discussions sur l'étude détaillée, on dit le régime prévu par le nouveau projet de loi 76, là, avec la surveillance puis les inspections aux 3 moments charnières, on dit oui, ça s'applique à ce type d'immeuble-là, parce que vous savez qu'il y a des règlements qu'on attend, là, qui n'ont pas encore spécifié quel type d'habitation. Si c'est ça, est-ce que le projet de loi est suffisamment satisfaisant pour que ça soit une solution? Vous dites, là, déjà, ce qu'il y a là, on n'a pas la bonne base pour continuer à travailler. Bien, c'est-à-dire que l'intention d'une inspection est louable, parce qu'entre une inspection et une surveillance, il y a des écarts. Nous, on n'est pas législateur. La seule chose qu'on dit, est-ce que si on met en œuvre ce projet de loi-là à l'égard de la copropriété, est-ce qu'on va avoir un résultat probant? La réponse est non. Il n'y aura pas de résultat probant. C'est-à-dire qu'on doit améliorer ce projet de loi-là parce que ça ne donnera pas. On va se donner l'impression d'une sécurité qui n'en est pas une. Moi, ça fait 41 ans que je suis avocat, là, je suis allé jusqu'en Cour suprême du Canada. Je disais, faites tes instances. C'est pas avec ce projet de loi-là que je vais pouvoir défendre des collectivités copropriétaires contre les malfaçons, les vices de construction. Puis c'est quoi les premiers pas là, qu'on devrait faire pour avoir ce véritable régime de surveillance dont vous parlez? Bien, je dirais que l'élément fondamental, ce qui nous accroche le plus, c'est le manque de séparation entre l'inspecteur et l'entrepreneur.
Ça doit être compartimenté. L'inspecteur doit représenter les intérêts de la copropriété. C'est ça. devenir, le comité en devenir, ouais. En devenir. Il devient un peu, en quelque sorte, le tuteur, dans un certain sens, de la copropriété. Donc, vous êtes de l'école, parce qu'on l'a entendu dans d'autres témoignages, là, que ce soit le donneur d'ouvrage qui soit en lien pour l'inspection et la surveillance. Et là, dans le cas des copropriétés, vous dites, attention, ça va prendre aussi un régime particulier parce qu'elle est en devenir, elle n'est pas encore formée, il faut le prévoir. Et c'est pire pour les copropriétés, parce que c'est certain qu'eux sont pris avec ce bâtiment-là pour les 75 prochaines années. Ils ne peuvent pas le vendre. C'est constitué, puis le seul mandat qu'a une copropriété, c'est de maintenir son bâtiment. Merci. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre rapport à la commission. Nous allons suspendre quelques instants pour accueillir le dernier groupe de la journée.